Bon, eh bien, nous allons redémarrer avec une nouvelle table ronde qui promet d'être tout aussi intéressante, la place des femmes dans la science et dans l'entreprise. Alors, pour nous parler de tout cela, nous avons Jean Pelin, qui est le directeur général de l'Union des industries chimiques, Anne Pépin, qui est directrice de mission pour la place des femmes au CNRS, Maria Ternard, qui est directrice de la société Quadlab, et nous aurons ensuite un débriefing de Milena Deutscheva, qui est maîtresse de conférences en sociologie au département de philosophie de l'Université de Lille, au CIRES plus précisément. Alors, nous allons commencer avec Jean Pelin. Nous avons fait appel à vous pour nous dresser un petit peu un bilan de la place des femmes dans l'industrie chimique, parce que nous avons donc vu que cela fait un siècle que 2 premières femmes sont entrées à Chimie Paris. Et aujourd'hui, nous avons largement atteint la parité dans l'école. Mais qu'en est-il exactement dans l'industrie chimique dans son ensemble? Et puis peut-être comment se positionne l'industrie chimique par rapport à d'autres industries? Merci Sylvie, merci de m'avoir invité et de me donner l'occasion donc effectivement de présenter la place des femmes dans l'industrie chimique en France. Alors il faut dire que c'est quelque chose qui est un sujet qui nous préoccupe, enfin qui nous occupe beaucoup, mais que la situation est plutôt bonne. Alors d'abord 2-3 mots pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le secteur de l'industrie chimique. La France occupe le 2e rang. La chimie en France occupe le 2e rang après l'Allemagne. L'industrie chimique, l'an dernier, a développé une production d'à peu près 80 milliards d'euros. Et cette industrie est caractérisée par à la fois une très forte capacité exportatrice. Près de 70% du chiffre d'affaires est exporté. L'industrie chimique est un des tout premiers secteurs contributeurs à l'excédent de la balance, enfin au solde positif qui est en fait globalement est négatif de la balance commerciale française. Et puis en termes d'emploi, il y a approximativement 200 000 salariés dans l'industrie chimique qui sont des salariés qui dans leur grande majorité sont mieux payés que dans le reste de l'industrie. La moyenne des salaires dans la chimie est de 20% supérieure à la moyenne de l'industrie. 97% des salariés sont en CDD. Et puis, pour venir sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, 38% des salariés de l'industrie chimique en France sont des femmes. Alors évidemment, je vais revenir un petit peu sur ces chiffres, ce qui fait de la chimie le secteur industriel le plus féminisé de tous les secteurs, enfin le 2e secteur, pardon, après l'industrie pharmaceutique en termes de proportion de femmes employées dans la chimie. Autre caractéristique que je voulais décrire, contrairement à l'image qu'on en a, puisqu'on a entendu dans la table ronde précédente Arkema et Exxon, l'industrie chimique en France n'est pas uniquement constituée de grands groupes. Au contraire, 95% des entreprises, en tout cas celles qui sont adhérentes à l'UIC, et qui est quand même assez représentative, sont des PME ETI de moins de 250 salariés. Et la France est recouverte, si je peux dire, de sociétés qui œuvrent dans le secteur de la chimie. Évidemment, il y a les grands groupes emblématiques, Total, Arkema, BASF, Dow, Solvay, mais il y a de nombreuses PME, certaines sont d'ailleurs présentes autour dans la salle, et c'est ce qui fait la richesse et la diversité de notre chimie. Une autre caractéristique de la chimie en France, mais je parle à l'école de chimie de Paris, donc vous devez le savoir, c'est que la France dispose de l'ensemble des secteurs de la chimie. C'est-à-dire qu'il y a de la chimie minérale, il y a de la chimie organique, il y a de la chimie fine pharmaceutique, chimie fine organique, et il y a évidemment un secteur très important, plus que dans les autres pays européens, de savons, parfums, produits d'entretien, ce qui d'ailleurs est une des raisons du fort taux de féminisation. Parce que sur la part des femmes dans la chimie, clairement, le secteur des savons, parfums, cosmétiques occupe 60% de femmes. La chimie de base, c'est plutôt de l'ordre de 20%. Donc il y a une certaine disparité là, mais on sent la tendance
à l'augmentation du pourcentage de femmes, puisque je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais ça monte de 2 ou 3% en pourcentage tous les 2 ou 3 ans. Donc on va, dans la chimie, probablement atteindre la parité d'ici une dizaine d'années. Voilà quelques éléments essentiels sur le secteur de l'industrie chimique. Je peux rajouter qu'en termes de métier, en termes de salaire, pardon, il y a une disparité, mais elle est plutôt favorable aux femmes. C'est-à-dire que les salaires des femmes dans ce qu'on appelle, en fonction de notre convention collective, dans l'avenant 1, sont supérieurs en moyenne à ceux des hommes, et dans les catégories supérieures, les cadres et cadres supérieurs, les salaires des femmes sont supérieurs en moyenne dans la chimie. Hein, c'est pas forcément vrai, mais après les enquêtes de salaire qui nous remontent, hein, la chimie a une seule convention collective, donc on arrive à connaître ces chiffres. Dans les catégories supérieures, les salaires des femmes sont légèrement supérieurs. Ça s'explique aussi peut-être par le fait que dans le secteur des parfums cosmétiques, ils sont bien payés, qu'il y a beaucoup de femmes. On n'a pas recherché les explications, mais les statistiques sont telles qu'au niveau des salaires, il y a donc une relative égalité. Et puis au niveau des recrutements, comme les écoles d'ingénieurs en France, qui sont quand même un des creusets principaux de recrutement. Aujourd'hui, il y a environ 19 écoles, je crois, dans la fédération Gay-Lussac, ou 18, et à plus de 50%, les filles occupent les écoles d'ingénieurs. Le pourcentage de filles dans les écoles de chimie en France, c'est le cas à Chimie de Paris, mais c'est le cas à Chimie de Lyon, à Chimie de Bordeaux, est supérieur à 50%. Donc on peut imaginer, parce que globalement, quand même, des écoles d'ingénieurs de chimie, à peu près la moitié viennent dans les secteurs de la chimie-pharmacie, trouvent leur premier emploi, que donc le pourcentage de femmes va en augmentant. Et il faut qu'on soit attentif justement à attirer des jeunes hommes, des jeunes gens dans la chimie, autant qu'on attire les jeunes filles. C'est une de nos préoccupations. Donc nous, on souhaite attirer les jeunes, qu'ils soient jeunes gens ou jeunes filles. Parce que c'est des métiers très riches, la chimie. Voilà. Merci. Alors nous allons passer la parole à Maria Ternard. Alors vous semblez très jeune et vous dirigez déjà pourtant une entreprise, alors une petite entreprise de la chimie. Alors vous allez peut-être nous expliquer un petit peu ce que fait votre entreprise et puis après la place des femmes dans votre entreprise. Merci donc de m'accueillir à cette table ronde. Donc effectivement, moi je dirige une entreprise qui s'appelle Quadlab, laboratoire Quadlab, qui est un laboratoire d'analyse chimique qui est spécialisé en analyse de la qualité de l'air, analyse de gaz, et plus récemment on a développé une nouvelle activité d'analyse de e-liquide pour les cigarettes électroniques. Donc on travaille principalement aujourd'hui avec l'industrie pour tout ce qui est contrôle réglementaire, hein, rejet atmosphérique, exposition professionnelle. On fait aussi de plus en plus de qualité de l'air intérieur dans les bureaux, enfin voilà, tout endroit où il y a une problématique de qualité de l'air ou une odeur suspecte, on peut intervenir. Aussi sur les gaz, on intervient beaucoup sur tout ce qui est analyse de biogaz, pareil, tout type de gaz aussi dans l'industrie. Donc l'entreprise a été créée en 93, alors ce n'est pas moi qui ai créé cette entreprise, elle a été rachetée, en fait le fondateur a vendu en 2000 à mon père, donc qui a acquis cette entreprise par le biais d'une autre et qui n'a jamais vraiment développé la société au départ. Donc il y avait 2 personnes à Quadlab au départ. Et puis en 2010, voyant que le secteur de l'environnement était était en expansion, il m'a proposé de reprendre la direction et donc la gérance de cette entreprise. Donc voilà, donc c'est comme ça que moi je suis je suis arrivée à la direction de cette entreprise. Donc c'est un groupe familial. Moi je suis moi-même pas scientifique, hein, j'ai fait une école de commerce au départ. Donc comme quoi toutes les voies peuvent mener à la chimie. J'ai dans mon équipe, en revanche, bien sûr, quasiment que des chimistes. Hein, et en l'occurrence, un homme pour 10 femmes. Donc moi, j'ai la problématique inverse, c'est que je n'arrive pas à recruter d'hommes. Dans le monde du laboratoire, il y a vraiment beaucoup de femmes. Et voilà, et j'ai en général 2 CV d'hommes pour 15 CV de femmes quand j'essaye de recruter. Donc voilà, donc j'ai un peu la problématique inverse, on va dire. Voilà. Et pour autant, vous êtes active au niveau de l'UIC Île-de-France, je crois, et là, vous fréquentez des cercles d'entrepreneurs où là, vous basculez dans un monde d'hommes, alors. Voilà, donc effectivement, je suis au conseil d'administration de l'UIC Île-de-France, où nous sommes 2 femmes, si je ne me trompe pas, voilà. Gilles Lemaire le dirait mieux que moi, le nombre pour une majorité d'hommes, effectivement. Alors effectivement, dans les cercles d'entrepreneurs, il y a encore aujourd'hui une majorité d'hommes,
bien que moi j'appartiens à un mouvement qui s'appelle le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, qui est le plus ancien mouvement patronal de France, où il y a quasiment la parité. Je vois dans la section Essonne à laquelle j'appartiens, il y a autant d'hommes que de femmes. Donc on voit quand même de plus en plus d'entrepreneurs femmes, et je pense que les femmes ont vraiment toute leur place à prendre dans la création d'entreprises ou la reprise d'entreprises, comme j'ai pu le faire moi-même. Parce que voilà, il ne faut pas garder en tête les stéréotypes. Ça permet une grande liberté, ça permet vraiment de mener notre carrière comme on le souhaite, et de concilier finalement vie privée et vie professionnelle. Voilà. Donc ce que vous semblez entrevoir, c'est qu'avec la jeune génération, la façon de vivre, alors c'est ce qu'on voulait, je ne sais pas si Nadine Wildé est encore là, on voulait aborder un petit peu avec vous, avec la génération Y, Z. Même, oui. Vous pensez justement que l'assimilation se fera de façon plus importante. Peut-être que je pourrais vous passer la parole justement pour nous réexpliquer un tout petit peu votre analyse, parce que c'était très intéressant. Oui, merci beaucoup. Oui, en fait, moi je voulais conclure avec une petite lueur d'espoir, un message d'espoir en disant que les choses vont certainement... Pardon ? Que les choses vont certainement changer, pour les femmes dans les années qui viennent, grâce aux jeunes hommes qui arrivent sur le marché du travail, de cette génération Z, donc la génération qui est née avec le smartphone dans la main, et qui souhaitent travailler autrement, qui souhaitent concilier, avoir un équilibre de famille, avoir de la flexibilité, qui va avoir des parcours un parcours professionnel en rupture, non linéaire, et grâce à cette nouvelle génération, certainement, les femmes vont plus facilement trouver leur place dans la flexibilité. Effectivement, je crois que les jeunes hommes, enfin de ce que je peux constater, j'ai mon équipe, la plupart ont moins de 25 ans, et les jeunes, alors je n'ai qu'un homme, mais il y en a eu d'autres qui sont passés en CDD, voilà, donc je peux quand même en témoigner un minimum. Les jeunes hommes sont autant demandeurs que les jeunes femmes maintenant d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, même s'ils font plus vraiment la frontière en fait entre les deux. On est au travail quand on est chez soi et vice versa, et ils sont vraiment demandeurs de ça, et donc finalement tout le monde demande la même chose. Donc ça pousse l'entreprise à revoir ce que disait tout à l'heure Monsieur Simonet. Enfin, finalement, c'est quelle entreprise on veut demain. Et nous, c'est vraiment là-dessus qu'on réfléchit, même si on est une toute petite structure, et voilà, sujet aussi sur lequel on réfléchit beaucoup au CJD. Quelle entreprise on veut demain ? Et je pense que l'entreprise est vraiment en complet bouleversement et doit changer justement pour attirer cette génération Z qui n'a pas du tout les mêmes codes. On était, je pense, nos parents, notre génération, ma génération, on est assez disciplinés, on est assez fidèle à son employeur. La nouvelle génération est en quête de sens. Et si on leur apporte pas ce sens, ils passent à autre chose. Voilà. Et donc il faut vraiment revoir complètement, à mon avis, les modèles d'entreprise et le projet d'entreprise. Moi, je sais que je travaille vraiment en collaboration avec mon équipe, typiquement sur la stratégie. J'ai monté un groupe de travail qui implique tout le monde. C'est pas juste les cadres, c'est le technicien, les assistantes. Tout le monde est impliqué à construire la stratégie de l'entreprise, et voilà, pour que chacun aussi y trouve le sens et savoir où va l'entreprise. Voilà. Merci. On va donner la parole à Anne Pépin. Donc, je vous rappelle qu'elle est chargée de mission pour la place des femmes au CNRS. Alors, on va peut-être faire avec vous un petit comparatif. Jean Pelin nous a parlé de 38% de femmes dans l'industrie chimique en France. Est-ce que vous avez des chiffres pour le CNRS ? Oui. Oui, vous m'entendez. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Comme vous le savez peut-être, le CNRS est dirigé par Alain Fuchs, qui a été directeur de cette école. Donc, c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Je ne sais pas si j'ai besoin de présenter le CNRS, le plus gros organisme de recherche de base, comme dirait Alain Fuchs, en France et en Europe. Alors, la chimie au CNRS, alors je vais parler surtout de l'Institut de chimie. C'est le 3e plus gros institut en termes de personnel du CNRS. Pour ce qui est des chercheurs permanents, et j'ai regardé mes chiffres parce que je ne connais pas tout par cœur, alors en ce moment, 1547 chercheurs, dont
33,3 exactement, 33,1% de femmes. Donc c'est un peu moins que dans l'industrie. Mais pour ce qui est des ingénieurs, alors je vais parler que des ingénieurs de recherche, parce que quand on sort de cette école, on peut rentrer au CNRS en étant directement ingénieur de recherche. On n'a pas besoin de faire une thèse pour rentrer ingénieur de recherche, alors que pour les autres catégories enfin, si on ne sort pas d'une grande école, on doit avoir une thèse pour être ingénieur de recherche. Et là, c'est, je crois, 38%. Je vérifie, mais je crois que c'est exactement ça. Non, 35. Donc, on est un peu en dessous. Les domaines qu'on couvre, alors ça va de la chimie vraiment fondamentale à appliquer. Il y a beaucoup de liens, de partenariats avec l'industrie, et la plupart de nos chercheurs sont dans des unités mixtes avec l'université ou parfois des industriels. Globalement, en fait, ça fait une communauté de pratiquement 5000 enseignants-chercheurs et chercheurs dans les laboratoires qui ont comme tutelle le CNRS. Et puis, à peu près 2700 ingénieurs et techniciens, toujours cette large communauté, mais spécifiquement permanents qui sont rattachés à l'Institut de chimie, c'est à peu près 1500, dont là, 47% de femmes. Donc, mais sauf que cette catégorie couvre pas juste les ingénieurs de recherche, il y a aussi les ingénieurs d'études, les assistants ingénieurs. Donc là, il y a quand même un phénomène de disparition de femmes plus on monte dans la hiérarchie. Le plafond de verre se retrouve aussi au CNRS. Alors, chez les chargés de recherche, oui, c'est presque 38%, c'est 37%. Chez les directeurs de recherche, c'est 28%. Donc on recrute chaque année, alors en chimie. Alors là, il y a l'Institut de chimie et il y a aussi l'Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes, où il y a une section qui est sur le génie des procédés. Donc voilà, c'est aussi de la chimie. Là, j'ai moins parlé de cette section-là, dans laquelle il y a d'ailleurs un peu moins. Là, c'est juste 25% de femmes. Et chaque année, dans les 6 sections qui sont rattachées à l'Institut de chimie, on recrute au niveau chargé de recherche à peu près une trentaine. Là, ces dernières années, c'était à peu près 30 personnes. Et on promeut chaque année à peu près une quarantaine de personnes, directeurs ou directrices de recherche. Et ces dernières années, on a vu plutôt des effets positifs des politiques qu'on a mis en place. Donc il y a la proportion de femmes qu'on recrute par rapport à celles qui se présentent ou celles qui sont promouvables. Voilà, c'est plutôt positif. Et l'âge de recrutement est assez jeune. C'est un des instituts qui recrute le plus jeune. Donc les chargés de recherche ont à peu près 31 ans. Pas grande différence entre femmes et hommes. Et bon, les maths recrutent un peu plus jeunes, mais la plupart de la biologie, c'est plus âgé. Donc peut-être que j'enchaîne un peu sur les politiques qu'on a mises en place. Donc il y a des progrès, mais donc ça reste quand même une faible représentation. Alors juste à la tête de l'Institut de chimie, donc c'est un homme, Dominique Massiot, que vous connaissez peut-être. Et il y a des directions adjointes scientifiques. Et là, il y a 6 personnes qui sont ce qu'on appelle des DAS, et il y a seulement 2 femmes. Donc, bon, ça correspond à peu près à la proportion. C'est un tiers de femmes. Il y a j'ai compté 16 chargés de mission, donc 4 femmes. Là, c'est un peu moins, c'est 25%. En revanche, la direction administrative, là, c'est une femme. Donc, ce schéma-là, on le retrouve quand même assez régulièrement au CNRS. Dans tous nos instituts, en ce moment, on a 3 femmes. L'INC a déjà été dirigée par une femme, qui était là tout à l'heure, d'ailleurs, Gilberte Chambaud. Et puis, pour ce qu'on a mis en place, donc, la mission pour la place des femmes, elle est rattachée directement à la présidence du CNRS. Ça existe depuis 2001. Et c'était
vraiment, il y avait une étude qui avait été menée à l'époque. Les chiffres ont fait preuve, là, c'est vrai. Et puis aussi, toutes les connaissances accumulées par les recherches sur le genre, sur lesquelles le CNRS est pionnier. Donc on travaille là-dessus depuis les années 70. Donc il y a beaucoup de connaissances sur la psychologie sociale et cognitive, en sociologie, en histoire, en philosophie, dans beaucoup de domaines. On s'est appuyé aussi sur des projets européens qu'on a remportés pour lancer des actions et créer un vrai plan d'action égalité professionnelle femmes-hommes qu'on a construit avec des équipes, en consultant, en s'inspirant de ce qui se faisait ailleurs, notamment ailleurs au niveau européen, et bien sûr en s'inscrivant dans la législation et la réglementation que va rappeler tout à l'heure, alors peut-être pas pour la fonction publique, plutôt pour l'entreprise. Et ça donne un plan d'action adopté en 2014 avec 4 axes principaux. La formation, impliquer vraiment les dirigeants et les dirigeantes, agir sur tout ce qui est structure organisationnelle, les carrières, depuis les actions envers les viviers jusqu'aux retraites, et puis l'articulation vie personnelle, vie professionnelle. Donc ça fait pas mal d'actions mises en place. Ce qui est important pour moi, parce qu'on a parlé d'actions de mentorat, de développement professionnel, certains spécifiquement pour les femmes, ou surtout pas spécifiquement pour les femmes. Pour moi, le plus important et la démarche qu'on a adoptée, c'est une approche de changement structurel, vraiment une approche systémique, en essayant de voir à tous les niveaux ce qui pouvait être fait en impliquant le plus de gens possible. Et puis c'est comme ça qu'on progresse et on voit le changement des mentalités. La partie formation de nos dirigeants, de toutes les instances, ça c'est quelque chose qui est vraiment qu'on a beaucoup développé en s'appuyant sur nos résultats de recherche. Et ceux d'ailleurs, mais sur les phénomènes, les mécanismes qui sont en jeu. Et peut-être un dernier point, un aspect dont on n'a pas du tout parlé ici, encore, à ma connaissance, c'est la prise en compte des questions de différence femmes-hommes ou de différence mâle-femelle, et puis les questions de genre dans la recherche qu'on développe elle-même. Donc, comment prendre ça en compte? Alors, tu voudrais nous donner un exemple là. Alors, je pense que c'est sûr, même ça touche la chimie, ça touche la biochimie, ça touche tout ce qui peut être, je veux dire, comment on dit, les polluants chimiques, ça touche tous les domaines, bien sûr, ou même la pharmacologie, ça clairement. Alors, un exemple qui est très connu, c'est des médicaments qui sont retirés du marché parce qu'on ne les a pas testés sur des animaux femelles. Ça existe encore, où il y a quelques années, c'était encore le cas. Maintenant, il y a des grosses... vraiment, il y a une vraie prise de conscience depuis quelques années. On ne peut plus faire de la recherche, alors clinique bien sûr, mais préclinique, donc sur les animaux, sur les tissus, sur les cellules, sans prendre en compte les possibles différences de sexe. Parce que les tissus, les cellules ont un sexe, et puis il peut y avoir un effet, il peut ne pas y en avoir, mais si on ne regarde pas, c'est pas faire de la bonne recherche. Et ensuite, les applications de nos recherches. À qui ça va bénéficier? Est-ce que ça va bénéficier autant aux femmes qu'aux hommes? Donc tous ces aspects-là, c'est quelque chose qui touche aussi le secteur de la chimie, dès qu'il y a une interface évidemment avec la biologie, les sciences de la vie, mais beaucoup plus largement. Et c'est quelque chose qui est d'ailleurs très porté par l'Amérique du Nord, mais également la Commission européenne. Donc le grand programme cadre de recherche qui finance les recherches en Europe, donc le Horizon 2020, a mis le genre comme critère transversal. C'est une des priorités de la construction de l'espace européen de la recherche. Et l'égalité femmes-hommes et cette intégration de la dimension du genre ou de l'analyse de sexe et de genre dans les contenus même des recherches. Voilà. Merci beaucoup pour ces informations. Peut-être qu'on va redonner tout de suite la parole à Jean Pelin, parce que je crois que vous allez devoir partir, nous redire un petit mot. Moi, je voudrais quand même vous poser une question, vous allez voir, difficile. S'il y avait plus de femmes dans la chimie, si on avait une parité, est-ce que ça pourrait changer quelque chose?
notamment en termes d'image, parce que ça, c'est vraiment le problème qu'a la profession très mal perçue par le grand public. Alors, je ne sais pas si ça pourrait changer l'image, mais vous avez raison, le problème de l'image de la chimie, c'est un de nos principaux enjeux. Là, on arrive dans une période d'élection. Donc on a au niveau de l'industrie chimique plusieurs défis auxquels on doit faire face, des défis de la compétitivité, évidemment les défis sociaux, le défi de l'innovation, mais le défi de l'image de l'industrie chimique. Il va sortir prochainement l'enquête de notre organisation européenne, le CEFIC, et malheureusement, année après année, on constate qu'en Allemagne, la chimie a une très bonne image, en France, elle a une beaucoup moins bonne image, même si depuis quelques années, ça a tendance un peu à s'améliorer. Et ce qui est frappant sur cette question d'image, c'est que ce n'est pas tellement les sites chimiques qui sont concernés, c'est les produits chimiques. Donc il y a effectivement, d'ailleurs, ce que vient de dire ma voisine à propos de l'impact des produits chimiques sur notamment les femmes, confirme que les produits chimiques sont, alors je parle des perturbateurs endocriniens, les conservateurs, le bisphénol A, les éthers de glycol, enfin on peut les citer à l'infini. C'est vrai qu'on a un vrai problème qui n'est pas d'ailleurs le propre de l'industrie chimique, hein. L'industrie des cosmétiques, l'industrie agroalimentaire sont tout autant concernées, voire plus, que l'industrie chimique sur ces questions d'image des produits chimiques. Alors, pour répondre à la question, est-ce que le fait que les femmes, s'il y avait plus de femmes dans la chimie, nous, on ne fait pas la course à l'échalote, hein. L'industrie chimique ne vise pas la parité. Je constate simplement qu'année après année, les entreprises font des efforts, le nombre de femmes dans la chimie s'améliore. Je crois que c'est plutôt la réponse à la question, c'est qu'il faudrait que les gens s'expriment. C'est-à-dire qu'il faudrait que les industriels de la chimie s'expriment beaucoup plus, soient plus ouverts et qu'il y ait de l'autre côté une volonté d'écouter, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'on est dans le registre émotionnel et pas dans le registre rationnel. Je vous assure que l'industrie chimique a fait depuis 20 ans en France des progrès absolument phénoménaux en termes de rejet dans l'environnement, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, avec le règlement REACH en termes de sécurisation des produits chimiques. Enfin, je pourrais en parler pendant des heures de REACH. On a quand même un règlement extrêmement contraignant et qui est appliqué de façon encore plus draconienne en France que dans les autres pays européens. Donc les progrès sont absolument phénoménaux. Le problème, c'est que sur n'importe quelle émission de télé, vous avez des gens qui viennent, des pseudo-scientifiques, qui vous assènent que tel produit chimique provoque de l'infertilité, du diabète, des maladies cardiovasculaires, du cancer. Donc une fois qu'on a dit ça, tout est dit. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait des femmes qui s'expriment, mais il faut surtout qu'on s'exprime et qu'on nous donne la parole pour exprimer la réalité, en tout cas de l'industrie chimique et de son sens des responsabilités sur lesquelles on n'a vraiment pas à rougir. Donc je crois que c'est plutôt une capacité de s'exprimer que est-ce que c'est des hommes ou est-ce que c'est des femmes. Maintenant, c'est vrai que les femmes sont plus crédibles dans le registre émotionnel qui est celui sur lequel se positionnent ces questions, que nous, nous, les hommes ne sont pas plus rationnels que les femmes, mais on a tous tendance, hommes et femmes, à répondre, quand on est dans l'industrie, sur le registre rationnel. Ce n'est pas le registre sur lequel il faut se placer, et une femme est évidemment plus crédible qu'un homme quand elle parle de la femme enceinte ou des bébés. Voilà, ça c'est factuel. Et c'est sur ce registre qu'il faut se placer, où une femme qui a eu un cancer du sein et qui a été guérie grâce à la chimiothérapie, elle est évidemment beaucoup plus crédible qu'un homme en disant, écoutez, vous tapez sur la chimie, mais moi j'ai eu un cancer du sein, et grâce à la chimie, je suis toujours là. Ça, c'est vrai que ça m'attraque par rapport aux zozos écolos. Excusez-moi. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vous propose d'écouter Milena Deutscheva, qui est sociologue, et elle va nous débriefer un petit peu de tout ce qu'on a pu dire, des points importants. Alors je crois que vous allez nous parler quand même de points réglementaires, parce que ça, on ne l'a pas du tout évoqué. Vous allez nous faire quelques rappels par rapport à cette question de la place des femmes dans l'entreprise. Et puis après, un point aussi qui est très important, c'est cette question, est-ce que la mixité apporte quelque chose est-ce que la diversité, apporte quelque chose de plus à la mixité? Parce que au départ, on s'est dit on a un centenaire de femmes, on va parler mixité. En discutant avec les entreprises, on nous a tout de suite dit non, on ne parle pas de mixité, on parle de diversité. Il faut être beaucoup plus englobant. Alors, est-ce que c'est une bonne façon de procéder, une bonne analyse? On va en tout cas avoir votre point de vue sur ce sujet. Oui, merci beaucoup de me donner la parole sur ces questions. Merci de cette invitation.
Et je vais essayer donc d'apporter un éclairage, comme vous l'avez dit, dans le temps imparti de 10 minutes. Alors j'aurai effectivement une entrée qui est plus cadrage juridique et aussi politique publique, puisque c'est un petit peu mon champ de recherche et de compétences, avec des enquêtes que j'ai menées en particulier, donc plus dans l'entreprise privée, plus dans le privé que dans la fonction publique. Anne Pépin a parlé tout à l'heure du CNRS. Effectivement, on a découvert que la proportion de femmes y est moins forte que dans l'industrie chimique. Bon, moi, je vais parler encore, si vous voulez, d'un autre milieu professionnel qui est celui plutôt de l'entreprise. Alors, tout d'abord, vous l'avez dit, j'avais prévu de rappeler quelques jalons historiques en matière de réglementation et en matière d'action juridique, puisqu'il me semble que c'est quand même un point important, c'est-à-dire rappeler la contrainte légale sur ces questions d'égalité professionnelle. Alors, cette question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été très tôt prise en compte, puisque au niveau de l'Union européenne, dès 1957, la question de l'égalité entre travailleurs féminins et masculins, c'est la terminologie de l'époque, est inscrite dans le traité et depuis les années 70, elle fait l'objet de très nombreuses directives, tout en sachant que la France a été plutôt un bon élève européen pour l'application de cet article 119 du traité de Rome qui est devenu par la suite l'article 141. En France, on peut mentionner notamment, alors je suis la chronologie, l'inscription du principe d'égalité de rémunération, d'égalité professionnelle dans le Code du travail en 1972. Donc vous voyez que ça remonte quand même. Donc je pense qu'il faut prendre en compte cette évolution historique et le fait que c'est une question qui s'inscrit sur le moyen long terme, pour évaluer aussi la situation actuelle dont il a été question, les taux de féminisation, les progrès accomplis ou pas, etc. Donc il faut prendre aussi en compte cette question de durée. Donc en 1983, première loi sur l'égalité professionnelle, loi Roudy, qui instaure notamment le rapport de situation comparée, c'est-à-dire l'obligation pour l'entreprise de faire un rapport où elle mesure de manière comparative la situation des femmes et des hommes par rapport à la rémunération, la formation, la progression de carrière, etc. etc. En 2006, loi sur l'égalité salariale, donc, qui prévoit la suppression de l'écart de rémunération à échéance 2011. Malheureusement, cette prévision de suppression de l'écart de rémunération est devenue caduque, puisqu'elle a été supprimée par d'autres mesures qui ont suivi au cours de l'année 2012 et qui ont mis à la place plutôt des sanctions, c'est-à-dire toutes les entreprises qui n'ont pas transmis leur rapport de situation comparée à l'inspection du travail doivent payer une pénalité d'1% de leur masse salariale. Et toutes les entreprises qui n'ont pas commencé des négociations sur la question de l'égalité professionnelle, négociations rendues obligatoires par une autre loi en 2001 que je n'ai pas mentionnée par souci de concision. Donc toutes les entreprises qui n'ont pas commencé la négociation sur l'égalité professionnelle sont sujettes au risque de perdre le bénéfice d'exonération fiscale dont elles pourraient justement bénéficier. En 2014, la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes enrichit encore ce diagnostic comparé de situation et rend obligatoire la négociation annuelle. Malgré tout cela, et c'est là où je voudrais en venir, donc une action législative importante sur le long terme, sur plus d'un demi-siècle, puisque c'est dans le traité de Rome de 1957 que pour la première fois cet objectif-là a été formulé, de l'égalité professionnelle. Malgré cela, en 2015, les femmes gagnent un quart de salaire moins que les hommes. Donc, nous avons compris qu'ici, nous étions chez les bonnes élèves, entre guillemets, mais la statistique nationale est plutôt celle-là. Elles sont plus nombreuses à être rémunérées au SMIC, plus nombreuses dans les temps partiels, etc., etc. Et cela malgré l'élévation continue de leur niveau de formation, qui est en moyenne plus élevé que celui des hommes. C'est-à-dire en moyenne, les femmes sortent plus élevées, sortent plus diplômées du système éducatif que les hommes. Dans les entreprises comme en politique, les études montrent, j'aimerais insister sur ce point, que mixité et parité ne conduisent pas de manière mécanique à l'égalité. Vous voyez, je pense que c'est un point important. Il ne suffit pas de féminiser, il ne suffit pas de mixer, il ne suffit pas de faire de la diversité pour faire tomber un ordre social sexué et pour battre en brèche les préjugés de genre. Alors, plus on monte dans
la hiérarchie organisationnelle, moins les instances sont féminisées, on l'a entendu tout à l'heure, 20 à 30% de femmes dans le top management, même si nous sommes encore une fois chez les bons élèves a priori, et surtout au plafond de verre, en la matière que nous connaissons toutes et tous, s'ajoutent des parois de béton. C'est-à-dire la sexuation des tâches perdure fortement dans l'entreprise. Avec beaucoup de rapidité, les hommes ont réussi à s'adapter à une nouvelle donne, lorsqu'elle existe, celle de la mixité, et à se replier sur les lieux stratégiques de pouvoir. C'est un enseignement important qui sort justement de l'étude de la parité en politique, davantage, mais on pourrait tenter de transposer dans le champ économique et dans l'entreprise également. Il reste en politique, comme au travail, des domaines masculins, plus valorisés, supposés plus techniques, et des secteurs féminins, souvent définis en continuité avec les rôles domestiques. Alors on l'a entendu un petit peu tout à l'heure, on l'a entendu à la table ronde précédente, bon, les femmes c'est l'écoute, c'est les compétences relationnelles, elles sont attachantes, donc voilà, on reste, y compris dans l'action qui est faite pour lutter contre les préjugés, on reste dans un imaginaire qui recoupe ces mêmes préjugés. Minoritaires dans les pratiques professionnelles, parfois subies, les femmes ne modifient pas en profondeur les rôles économiques. La bonne volonté paritaire, mais aussi on pourrait dire aujourd'hui la bonne volonté de la diversité, fonctionne en quelque sorte en trompe-l'œil. La mise en avant de quelques figures emblématiques masque la fragilité des parcours professionnels. Et peut-être encore une fois, c'est un constat général qui ensuite doit être décliné par secteur d'activité et la situation est peut-être effectivement différente en ce qui concerne la chimie. Donc finalement, pour conclure sur ce point, inertie des comportements et des règles de fonctionnement. Les positions de pouvoir demeurent très clivées sexuellement. Loin de subvertir le modèle patriarcal, les changements observés peuvent contribuer à le réactualiser, voyez, à travers la sexuation des tâches, des représentations, etc. D'où, dans la période récente, et je vais essayer de parler rapidement dessus, puisque c'était également l'objectif qu'on s'était donné pour la table ronde, d'où, dans la période récente, l'émergence, si vous voulez, d'une nouvelle stratégie d'action publique, de politique publique, mais également d'action des entreprises et des acteurs économiques, qui est celle de la promotion de la diversité, plutôt qu'à la mixité et la parité. Donc, on va se recentrer sur la diversité. Qu'est-ce que la diversité change par rapport à la parité? Tout d'abord, ou la mixité, tout d'abord, elle apporte un argumentaire économique et commercial. Vous voyez, on n'est plus dans le champ de la contrainte législative, de l'obligation légale. On est dans le champ de c'est la richesse de l'entreprise. On l'a entendu encore à la table ronde de tout à l'heure. Il ne faut pas que l'entreprise se prive de compétences. Il faut éviter la privation de compétences de l'entreprise, c'est-à-dire il y a un registre commercial qui est mis en avant, souvent au détriment des préoccupations de justice sociale. C'est-à-dire on pourrait se dire c'est également important que la personne soit traitée de manière juste, voyez, que ça apporte une richesse ou pas à l'entreprise ou à l'éducation, etc. Donc là, c'est d'abord l'argument commercial, comme on dit en anglais, le business case de la diversité, qui est mis en avant. La diversité, c'est une richesse, ça fait vendre, c'est tout à fait marketing, etc., etc. Alors, je vais être rapide. Donc, deux implications de ces politiques de diversité en entreprise. Bien évidemment, je suis obligée de faire des grands raccourcis, donc vous m'excuserez, j'espère. Alors, tout d'abord, on peut explorer une implication positive. Qu'est-ce qui pourrait être la plus-value de cette diversité par rapport à l'approche traditionnelle en termes de mixité ou de parité? Alors, une plus-value éventuelle, ça pourrait être le repositionnement des enjeux de l'égalité professionnelle en termes de recrutement plutôt que de formation et à des niveaux plus élevés de compétences et de responsabilité. C'est-à-dire la problématique que nous connaissons, qu'on a évoquée tout à l'heure, du plafond de verre. Une deuxième plus-value potentielle pourrait être la prise en compte des enjeux qu'on appelle, dans le champ académique, de l'intersectionnalité. C'est-à-dire que la catégorie, les femmes ne forment pas une catégorie homogène. Les trajectoires professionnelles et les trajectoires sociales de manière générale sont modulées également par des critères d'âge, d'origine, d'appartenance sociale, d'appartenance culturelle, de religion, etc., etc. Donc la diversité qui se pose d'emblée, si vous voulez, dans une approche globale, c'est-à-dire qu'elle vise à traiter en même temps
de l'ensemble des motifs de non-discrimination prévus par la loi, ouvre potentiellement, si vous voulez, l'horizon pour la prise en compte enrichie, si vous voulez, de cette intersectionnalité, c'est-à-dire pas seulement les femmes, mais les femmes de tel âge, issues de tel pays, issues de l'immigration, etc., etc. Donc ça pourrait être une plus-value potentielle, mais le point d'interrogation reste à ce jour, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, ensuite, les implications négatives, très rapidement, les risques. Les risques, donc il ne s'agit pas de dire que tout ce que les entreprises font actuellement n'est pas bon. Il ne s'agit pas de condamner les pratiques telles qu'elles existent, mais d'attirer l'attention et la vigilance sur certains risques qui pourraient être inhérents à ces nouvelles démarches. Donc tout d'abord, le risque d'un nivellement par le bas. Il a été bien pointé par justement les militants féministes, c'est-à-dire que là où on a... en matière d'égalité professionnelle femmes-hommes, on a tout un dispositif législatif extrêmement important, même s'il a été détricoté dans la période récente, on pourra en reparler. En face, en ce qui concerne le handicap ou la discrimination ethno-raciale ou l'âge, par exemple, il y a un étayage institutionnel qui est beaucoup moins fort. C'est-à-dire il y a un étayage juridique et institutionnel très fort sur l'égalité professionnelle, il l'est beaucoup moins sur les autres catégories de non-discrimination. Donc attention à ce risque de nivellement par le bas. Et le discours qui est souvent porté par les acteurs économiques, c'est de dire nous espérons un effet d'entraînement, c'est-à-dire la démarche en faveur de l'égalité professionnelle tirer en quelque sorte vers le haut les autres catégories de non-discrimination et de diversité, âge, handicap, discrimination ethno-raciale, etc. Bon, à ce jour-là, là je parle par rapport à mes enquêtes, cet effet d'entraînement, il reste hypothétique. Il reste hypothétique, c'est-à-dire que ce que j'ai pu observer, c'est que les entreprises, souvent, dans le cadre de leur politique diversité, vont, si vous voulez, capitaliser, comme je le dis, sur la démarche égalité professionnelle femmes-hommes, parce que c'est là où elles sont les plus avancées, pour donner, si vous voulez, une cohérence globale à une politique diversité qui, dans certaines situations, peine à émerger et peine à se construire, tant il y a des obstacles sur d'autres formes de discrimination. On a évoqué l'âge, le handicap, mais il y a la question des discriminations ethno-raciales qui pose des questionnements particuliers. Donc je conclus en disant que finalement les études montrent que la prise en compte de l'égalité des sexes dans les politiques publiques reste fragile. C'est là un petit peu la conclusion générale que j'aimerais apporter avec justement cette mise en perspective historique sur le moyen terme. Donc la prise en compte de l'égalité reste fragile, elle n'est pas pérenne, elle est favorisée par les cycles de croissance économique. C'est-à-dire quand tout va bien, quand il y a une marge de manœuvre, ben là, voilà. Les enjeux de justice sociale, on les prend en compte plus facilement, mais quand la conjoncture est à la baisse, ben voilà, on coupe les budgets et ce sont ces préoccupations-là qui ont une forte chance d'en pâtir les premières. Donc voilà, je termine avec ce petit exemple donc de la loi Rebsamen sur le dialogue social qui a été adoptée en 2015, donc juste un an après la loi sur l'égalité réelle des femmes et des hommes, qui a priori avait encore approfondi les exigences juridiques. Donc un an plus tard, la loi Rebsamen sur le dialogue social supprime en quelque sorte le rapport de comparaison de situation comparée, supprime l'obligation de négociation annuelle, supprime les structures dédiées, c'est-à-dire d'autres mesures sont prévues à la place, mais qui sont des mesures moins intéressantes parce qu'il n'y a pas de structure dédiée. La négociation est désormais pluriannuelle, si on le souhaite, non plus annuelle. Et puis les statistiques sur la situation femmes-hommes sont intégrées dans une base de données plus générale où il y a toutes sortes d'indicateurs socio-économiques. Donc voilà, juste pour dire, attention, ce n'est pas à une vision linéariste où on a le sens que ça va toujours dans le bon sens, etc., on progresse, etc. Donc non, il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant et ce n'est pas un long fleuve tranquille en quelque sorte. À chaque mauvaise conjoncture économique, il peut y avoir un retour de bâton dont le droit des femmes et l'égalité professionnelle pourraient s'en ressentir fortement. Voilà. Excusez-moi d'avoir dépassé. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Alors là, quand même, est-ce que quelqu'un, un industriel, veut s'exprimer petit droit de réponse. On vous a un petit peu titillé quand même en disant la diversité, c'est marketing.
suis d'accord avec vous sur l'idée de justice sociale, mais si on n'a pas un argument qui est l'argument de l'entreprise, qui est de faire du business, je dirais l'alliance sur le sujet, elle sera quand même théorique. Et donc il faut s'ancrer sur des choses réelles et sur des enjeux économiques. Je pense que c'est ce qui est partagé. Voilà, première réaction. Deuxième réaction sur le fait que qu'on tire vers le bas, je pense que c'est exactement l'inverse. C'est un risque. Alors le risque me paraît limité. Je prends l'exemple de l'insertion des salariés en situation de handicap. Tous les progrès qu'on peut faire dans ce domaine-là profitent à tout le monde, en matière d'aménagement du travail, d'aménagement des postes, etc. Donc je pense que c'est plutôt un effet vertueux pour la globalité que, voilà, je réagissais sur cette formule qui est de tirer vers le bas. Juste un point de précision, donc le risque, je le mentionnais pour l'égalité professionnelle femmes-hommes, et non pas pour le handicap, où effectivement les politiques sont moins avancées. Hein. Bon, les contraintes légales sont plus récentes en tout cas. Donc, en ce qui concerne la chimie, si vous voulez, moi je ne peux pas être d'accord avec le fait que l'égalité homme-femme, elle varie en fonction des cycles économiques. Parce qu'il y a une tendance... si vous prenez encore une fois les écoles de chimie, il y a plus de 50% de femmes. Donc elles s'inséreront. Alors en cycle économique, soit elles s'insèrent dans l'industrie, quand l'industrie ne va pas trop mal, soit elles vont dans l'informatique. Il ou elle. Ce n'est pas une question d'homme ou de femme. C'est une question de capacité à s'insérer dans le tissu, et en ce qui nous concerne, dans le tissu industriel de la chimie, qui aujourd'hui se porte moyennement. Donc je pense que la tendance qu'on constate dans notre industrie à une augmentation du nombre des femmes, dont j'ai expliqué qu'elle était variable selon les secteurs, ne dépend pas des cycles industriels. Il n'y a pas eu d'évolution de la proportion quand la conjoncture est particulièrement mauvaise. Au contraire, d'ailleurs, quand il y a des plans sociaux, c'est plutôt des hommes qu'on dégage et puis après, on recrute des femmes. Donc c'est plutôt l'inverse. C'est l'égalité, c'est les droits des femmes plutôt que la féminisation. On avait une petite question encore ? Oui, c'est pas une question, c'est une remarque pour compléter l'intervention de Jean Pelin et de Maria-Théna. On a effectivement, alors c'est peut-être une exception, mais tout de même une exception qui couvre un secteur important. C'est très intéressant ce que vous avez dit. J'étais un peu surpris que vous mettiez en perspective la diversité résultant des salariés en handicap avec la problématique des femmes. Pour moi, c'est des problèmes qui n'ont pas beaucoup de rapport. Et en tous les cas, on a un problème que Maria a souligné et qui est un réel problème sur lequel on s'assoit complètement dessus et que nous vivons, que certains vivent, notamment des petites entreprises, c'est que sur certains métiers, on ne trouve plus d'hommes. Et pour une équipe, on a besoin de la mixité, pour la dynamique d'ensemble, pas pour le marketing. Le problème, il est beaucoup plus basique. On se trouve dans certaines fonctions en pénurie d'hommes à qualité égale. Et je vous dis, au-delà de tout esprit humoristique de ma part, c'est un problème. Maria l'a évoqué pour son laboratoire, mais sur d'autres fonctions de l'entreprise, notamment les fonctions RH, les fonctions communication, la richesse d'une équipe résulte de sa diversité. Mais je dirais, pour phosphorer davantage, etc. Pas du tout pour avoir un effet d'affichage, on s'en fiche. C'est le principe de réalité dans l'entreprise. Et moi, je dis qu'on a un problème pour trouver sur certains emplois aujourd'hui des hommes. Mais il manque aussi des femmes dans certaines fonctions. Alors, une dernière question peut-être, parce qu'on a... Allez, une remarque. Si on ne trouve pas d'hommes, est-ce qu'il n'y a pas un problème de salaire dont se contentent les femmes et pas les hommes? Merci pour la question. Très bien. Bon, écoutez, merci à tous en tout cas. Merci Monsieur Pelin qui doit nous quitter. Merci à toutes les participantes de la table ronde.